Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à une autre édition de 11 Montréal. Frédéric Laure avec vous. On est édition du 19 octobre qu'on enregistre en matinée avec Monsieur Patrice Bernier et son choix du Ballon d'Or. Derrière lui, ceux qui sont sur YouTube peuvent le voir. Hein? Et je sais que Vincent va être Vincent n'est pas vraiment d'accord. content. Salut tout le monde! Vincent, tu veux montrer ta désapprobation? Non, ça va? Débat pour une autre fois. Autre show. 8. Le Haut Show pour la 8e fois. Content de t'avoir, Vincent, avec nous. Et c'est le retour. Il a bravé les virus de la garderie, Monsieur Daddy Love. Kevin Laramie est avec nous. Salut, Daddy Love. Bonjour, bonjour. Et s'il y en a qui se posent la question, comme Dr. Foot sur Twitter, quelle est la genèse de Daddy Love? Retournez quelques épisodes à l'arrière où donnez quelques conseils matrimoniaux, justement, au crew et au CF Montréal. On se tapera pas ça. On se Il tapera devrait pas ça au avoir complet. une affaire là en arrière. Des petits cœurs qui montrent quelque chose. Hein? C'est jour de décision en MLS et pour ceux qui nous écoutent particulièrement, c'est CF Montréal qui se déplace à Columbus. Ils vont tous s'entraîner sur du synthétique aussi là-bas, c'est la question. D'ailleurs, plusieurs choses. Il y a plusieurs trucs dans l'actualité. D'ailleurs, le jour de la décision, vous allez voir pour ceux qui sont sur Apple, mais tous ceux qui veulent l'écouter devront l'écouter sur Apple. Il va avoir, ça risque d'être assez fébrile comme dernière journée. On va vous montrer l'ensemble des compétitions, puis l'ensemble des autres matchs aussi qui vont venir. À chaque fois qu'il va y avoir un but, vous allez pouvoir les voir presque en direct. Alors, si vous écoutez le CF Montréal, vous allez voir ce qui se passe ailleurs assez régulièrement. Alors, il va y avoir un suspense assez fort de ce côté-là. Excusez-moi. Donne-tu une chance, c'est Vincent? Oui, c'est ça, je trouve ça tough. Ouais. Donnes-tu une chance à Montréal? Chaque année, il y a une fin de saison, il va falloir que tu apprennes à vivre avec. Tu me connais les départs, puis si vous le connaissez aussi, à chaque fois qu'on remet au trophée ou que ça finit aussi, quand les gens à leur apogée, j'ai un moton dans la gorge aussi. Ceci dit, on ne parlera pas de moi et de ma sensibilité. Vincent, Montréal, as-tu une chance à Columbus de faire un résultat? Je suis pas très optimiste, si je suis très honnête, surtout que Columbus a quelque chose à jouer. Moi, je rentre pas trop dans les histoires de est-ce que Wilfried Nancy, là, c'est une revanche personnelle et tout ça. Je m'en fous un petit peu, pour être honnête. La réalité, c'est que Columbus a une carte à jouer. Que Columbus est terrifiant déjà en soi, à domicile encore beaucoup plus qu'à l'extérieur, et qu'ils veulent gagner, tout simplement, pour essayer de monter au classement, optimiser leurs chances de peut-être aller chercher même l'avantage à domicile, sait-on jamais. Donc, Columbus va vouloir gagner, va tout faire pour gagner, puis en soi, c'est une meilleure équipe. Ça ne veut pas dire que Montréal ne peut pas faire un résultat. Est-ce que c'est probable? Non, je pense pas. Dans les preneurs au livre, tu sais, pour avoir quelque chose d'un peu peut-être plus objectif, entendez les guillemets, Daddy Love, c'est toi, tu paries, c'était notre parieur en ligne. Montréal, c'est-tu le meilleur cote du week-end? Selon nos amis de miseaujeu.com, si vous pariez $1 sur le CF Montréal pour battre Columbus, résultat à 3 issues, vous allez gagner 5,25 de plus que votre pari initial. Donc, 6,25 la cote. C'est les plus grands négligés cette fin de semaine, le CF Montréal en MLS. Donc, t'avais un Survivor, tu prendrais Columbus, mettons. Oui, exact. Si c'était la NFL, on avait un pool Survivor, Columbus aurait un choix des parieurs. Oui, exactement. Ouais, on peut pas parier, mais ça me tenterait. Je mettrais un petit 20$. Exact. Juste pour la clarité, on ne parie pas sur la MLS, nous ici présents, mais le CF Montréal sont les plus grands négligés selon miseaujeu.com et l'investissement qui vous rapporterait le plus gros aussi en même temps. Bon, super. Pat, tu vas être à Toronto ce week-end aussi avec le dernier match de Lex Luthor, Michael Bradley. Ouais, ben au moins pour Toronto, il y aura quelque chose pour finaliser ce Decision Day parce que franchement, eux autres, ils n'ont plus rien à jouer de la saison. On le sait depuis très longtemps. Mais puis ce sera normalement, ça devrait être la première de John Herdman à la barre de l'équipe. Donc, et ce sera la dernière de Michael Bradley en tant que joueur. Puis Orlando, ben eux autres, à la fin, ils vont regarder contre qui ils pourraient affronter parce qu'ils n'ont pas vraiment rien d'autre à jouer. Ils finissent deuxième, c'est garanti. Mais je dirais que oui, pour Toronto, ben, tu as Michael Bradley, qui est quand même une fin en soi, je pense, pour Michael Bradley, puis pour Toronto aussi. Parce qu'il marque. Il a mené large. Oui, il marque pour moi un passage d'être, je ne vais pas le cacher, nul dans la Ligue jusqu'à 2014 et rentrer dans la sphère de l'élite de la Ligue en voulant dire on parle d'eux déjà au niveau profil. On a commencé à parler de Toronto, c'est beaucoup plus, à part les premières saisons où ils avaient les meilleures foules dans la Ligue. Là, c'était parce que,
il y a le capitaine de l'équipe nationale américaine. 2, parce qu'ils ont commencé à gagner. Il y a eu Giovinco, Altidore qui ont suivi la compagnie. Puis 2015, on sait bien, on les a éliminés en éliminatoire 3-0, mais ils ont commencé à devenir relevant sportivement. Et puis après ça, 2016-2017, pour moi, 2015 à 2017, c'est peut-être la meilleure rivalité dans la MLS. Je ne vais pas dire dans l'histoire, mais c'est clair que la série Association Est 2016, c'est peut-être les matchs les plus épiques de la MLS en histoire. Moi, je suis pas mal certain qu'il n'y a pas de 2 matchs qui ont eu autant de hauts et de bas. Et puis Michael Bradley en était l'un des vilains et a créé que la rivalité Y est-tu Toronto-Montréal aussi désagréable, Pat, y est-tu aussi désagréable sur le terrain que l'impression qu'il donne de l'extérieur? Oui, sur le terrain, il est fendant, là. On ne va pas se cacher, là. Ce que vous voyez de lui, là, c'est, il est hautain, puis il parle, puis il parle pas beaucoup. Il est pas, Altidore a un peu plus la parole facile. Mais c'était quelqu'un qui allait vite, vite, vite défendre ses coéquipiers. 2, vite, vite, vite parler aux arbitres régulièrement pour être dans l'oreille de l'arbitre, mettre un peu de pression. Et dans son jeu, beaucoup d'estime, beaucoup de jeu. Mais entre-temps, c'est un super gars quand tu y parles. Moi, je l'ai croisé bien avant qu'il devienne Michael Bradley, Captain America. Je l'ai croisé quand il était à Heerenveen en Hollande. Jeune joueur, potentiel, tu le voyais. Mais ici, dans la MLS, il est devenu capitaine Toronto et même, je dirais, capitaine MLS parce que le monde réalisait que quand je joue contre Toronto, on dirait que la faveur ou le ballon de l'arbitre penchait souvent de Toronto quand ça venait à Toronto. Et c'était un endroit très difficile à gagner. Donc, chapeau à une superbe carrière parce qu'il faut lui donner, c'est pas juste en MLS. Il a joué en Italie, il a joué en Hollande, il a joué en Allemagne. Il est revenu vers 27 ans à Toronto, quand même, à peu près. Donc, Vincent? oui. Vincent, sur Michael Bradley? Ben, en fait, je vais poser une question à Pat aussi parce qu'on s'en était parlé pour le livre, pour mon livre là sur les 30 ans du club. Mais tu sais, tu as parlé de la finale 2016. Tu sais, le match à domicile avec l'épisode des lignes, là, les lignes mal tracées qui a reporté. Tu sais, tu m'avais dit là, avant le match, finalement, quand vous rentrez dans le tunnel pour entrer sur le terrain, très énervé, là, Michael Bradley, vraiment très énervé, puis persuadé que c'est un complot là, que vous avez fait exprès. Mais je comprends toujours pas en quoi ça aurait bénéficié à Montréal plus qu'à Toronto, ce complot. Mais dans cet épisode-là, là, il était pas mal énervé, non? Ouais, c'est parce que je pense que tout le monde qui nous suit se rappelle de l'épisode des lignes. Mais oui, quand on arrive, finalement, on va reprendre le match parce que les lignes ont été refaites, puis que là, c'est dans la légalité des normes de la Ligue, ou justement d'un match FIFA. Ben lui, il regarde, plus ou moins, il me dit qu'on a fait exprès, qu'on a fait perdre du temps. Et là, j'explique, mais pourquoi on irait faire perdre du temps après avoir fait un réchauffement, puis qu'on va perdre 25 minutes, 30 minutes pour se réchauffer, juste pourquoi les 60 000 personnes arrivent dans le stade, puis qu'on va gagner à cause de ça. Donc, finalement, pendant 60 minutes, on menait 3-0, donc ça fonctionnait pas mal bien. Mais oui, il était irrité, puis que je vais rajouter l'anecdote, c'est que ce match-là, on s'est serré la main. Le match retour à Toronto, il n'a pas bronché, il n'a même pas regardé dans mon regard. Les fois qu'on se croise, souvent, on se dit, bon match. Hein. La fois à Toronto, il est resté tout droit. Okay. Puis j'ai regardé, j'ai vu qu'il ne se tournait pas. Moi, je ne me suis pas plus penché pour aller donner la main. J'ai dit, OK, il ne veut pas donner la main. Donc, c'est juste pour vous dire que, voilà, c'est quelqu'un qui, quand il était dans sa bulle puis dans sa trajectoire, il s'en foutait qui t'étais. C'est moi, je viens pour gagner et je dois faire ce qui est le plus important pour essayer de remporter pour mon club et moi-même. Moi, ce que je veux dire, c'est merci Michael Bradley pour avoir été le méchant que tu as été. C'est toujours un bonheur de te détester aussi, Michael Bradley. C'est des saprés bons méchants. J'insiste là, puis peut-être que je me répète, mais Toronto, Altidore, lui, Giovinco, ça a été des vraiment bons méchants pour le CF Montréal. Puis il est revenu pour une rivalité, hein. Prendre des bons vilains, sinon tu n'as pas de rivalité. Exactement. Il faut que tu crées quelque chose pour l'en créer une. Donc, puis il est revenu, puis merci pour quelqu'un qui travaille à MLS aussi, parce qu'il est revenu, il a fait partie de cette génération de joueurs qui est revenu à Grand Prix. D'ailleurs, il devait aller à Philadelphie au départ. Hein. Toronto l'a arraché à Philadelphie. Ça, je pense que c'est connu quand même. Mais il y a aussi que, ils ont embrassé la Ligue. Ils ont voulu embrasser le projet de la Ligue, les Américains. Juste pour clarifier, Philadelphie ne voulait pas payer ce qu'on disait que Michael Bradley devait avoir comme salaire. Qu'on se disait qu'ils n'allaient pas le revoir. Et Toronto a dit,
Ben nous, on est prêt parce on sent que on va assumer, on va être capable d'aller chercher l'argent, même pour un joueur qui va payer 6 millions à l'époque. Là. C'est quand même beaucoup. Ouais, Mais ils ont mis pourquoi beaucoup il arrête? d'argent. Pourquoi il Pardon? arrête? Pourquoi il Il arrête? arrête? Parce que l'an dernier, il a joué quasiment toutes les minutes. Ouais. Et cette année, quand il a été blessé, ça a été les pires moments du Toronto FC. Enfin, moi, je me demande, est-ce qu'il a déjà eu la conversation avec... Bon, de toute évidence, il a eu la conversation, mais est-ce que c'est avec Erdman, c'est avec Jason Hernandez? Il n'est pas dans les plans, il veut tout de suite passer, parce qu'on se doute, il va finir par passer ses diplômes d'entraîneur, il sera entraîneur. Et puisque le destin Il est a bien déjà fait... passé ses diplômes d'entraîneur. Il a déjà Déjà, passé. Et tu puisque coaches le l'an destin, prochain? puisque le destin est bien fait, il finira par être coach peut-être à Toronto un de ces jours. Mais est-ce qu'il voulait faire cette transition ou c'est juste la direction qui lui a dit, regarde, ça ira pas plus haut que ça? Je ne sais pas par rapport à l'aspect contractuel, parce qu'il me semble qu'il lui reste une année. Je ne suis pas certain, mais je crois qu'il lui restait une année d'option sur son contrat. Bien, mais s'il n'est pas dans les plans, c'est là que tu Moi, parles. je pense qu'il n'est pas dans les plans. Et si vous avez suivi les matchs de Toronto dernièrement, il est vraiment, vraiment loin en mobilité de ce qu'il a déjà été, même Mais son l'année dernière. opération cette année, il est allé en Angleterre se faire opérer. Hein. C'est la hanche, je Oui, ça a pense. été compliqué, c'est au genou, ça a pris beaucoup plus de temps qu'on le croyait. Puis moi, je vous dis, d'avoir suivi les matchs, on l'a mis en défense. Je pense que ça l'épargnait de la mobilité que tu as besoin au milieu de terrain. Puis tu l'as même vu en défense. Les équipes, ils mettaient une cible sur son dos, mais c'était un problème. Mais d'attaquer, puis changer de direction. Moi, je pense que lui, il l'a vu, puis peut-être qu'il a vu qu'aussi, c'est un changement à Toronto. John Herdman, il y a un nouveau cycle. Et quelque part, il n'était peut-être pas dans le plan de lui aller jouer Ouais. régulièrement comme il l'a toujours fait Mm. jusqu'à l'année dernière, parce qu'il jouait tous les minutes. Il faut lui donner jusqu'à cette année, il jouait tout le temps. C'était pas comme s'il a joué 20 et 25 matchs, il jouait 30 quelques matchs par saison. C'est un gars qui a évolué aussi dans son jeu. Moi, je l'aimais chien fou au milieu de sa carrière, 25-26 ans aussi. C'est un gars qui a un typique américain aussi, dans une certaine mesure, qui avait un gros volume de jeu. Avec Toronto, tranquillement, il s'est replacé peut-être en sentinelle là, devant la défense et peut-être avec l'âge aussi. Je pense que c'est un gars qui a tu sais, on en parle souvent, là, c'est un gars qui a un bon IQ, comme diraient les anglophones, une bonne intelligence de football quand même. Michael Bradley, c'est sûr qu'on le voit entraîneur. Dans combien de temps d'ailleurs on le voit entraîneur? Dès 2024, ce serait intéressant. Chicago, hein, aussi, peut-être, non? En Europe. Je ne sais pas, il a passé ses licences. Moi, je vois l'impact qu'il a eu à Toronto d'essayer de le conserver dans l'organisation. Ça, c'est mon opinion. Là. Ouais. Coach MLS Next Pro, Ouais, tu c'est peux ça. toujours voir dans 1 an, 2 ans, logique. ça ne fonctionne pas avec John Herdman. Boum, on relance Michael Bradley dans 1 an, tu as eu le temps de faire ton peaufinage en MLS Next Pro. Je ne le vois pas être dans le staff, ça c'est moi, mais tu ne sais jamais, peut-être qu'on lui a offert. Mais clairement, rester à Toronto. Puis c'est quelqu'un qui a vraiment embrassé Toronto, la ville. Il aime vivre là-bas. Mais OK. Michael Bradley a des ambitions. Donc, je pense que je le vois comme coach à Pro, mais on ne sait jamais. Là, je t'arrête là parce qu'on passe trop de temps sur Michael Bradley. On va aller vers les séries éliminatoires qui s'en viennent. Avant ça, il faut reste une autre affaire dont il faut parler, c'est les salaires de la MLS. L'Association des joueurs a publié les chiffres, en fait, une mise à jour des chiffres présentement. Lionel Messi, on s'y attendait, est clairement au-dessus. Il gagne plus que l'ensemble du CF Montréal aussi. Je pense 2 fois plus que l'ensemble du CF Montréal. C'est vous dire. Et d'ailleurs, on pense que tous les chiffres n'y sont pas, tous les dollars n'y sont pas aussi là-dedans. Il faut faire attention avec cette liste des salaires qui est pas tout le temps juste aussi. On en a amplement parlé au fil des années. Qu'est-ce que vous retenez aussi? Parce que Orlando, c'est ça que je retiens, hein, qui a été une certaine surprise. Orlando qui est passé derrière le CF Montréal, c'est-à-dire Orlando est l'équipe qui dépense le moins en MLS techniquement d'après l'Association des joueurs. Vincent, ça t'a surpris, ça? Bah oui puis non mais je pense que déjà la semaine dernière quand je t'ai dit dans la discussion qu'Orlando c'était la quatrième plus petite masse salariale, ça t'a surpris parce que tu étais en train de dire ils avaient fait un bon recrutement. Fait que de manière générale, je pense que ça surprend de savoir qu'Orlando dépense si peu. Moi qui sois passé de quatrième à dernier juste avec le départ de Cara, oui ça me surprend un tout petit peu, mais regarde les données comptables m'échappent quelque peu. Ça reste dans la même mouvance là parce que quand tu regardes le bas
de ces masses salariales globales, il n'y a pas énormément d'écart entre les Montréal, les Saint-Louis, les Orlando, les Red Bulls et compagnie. Donc non, ça me surprend pas tant que ça, mais ouais, un départ et tout à coup, ils ont plongé bon dernier. Mais bravo à eux pour avoir su optimiser tous ces dollars. C'est difficile à analyser en même temps, Kevin. Il y a une petite tendance cette année. Les trois premiers ne font pas les séries, ceux qui dépensent le plus. Miami, les Galaxy, entre autres. Et à Exactement. l'inverse, au bas du classement, Orlando et Saint-Louis. Et Orlando, Saint-Louis, Montréal, là, c'est les trois derniers. Puis tu as Saint-Louis et Orlando qui sont au sommet de leur association aussi. Il y a encore moyen avec je ne sais pas si c'est une bonne affaire ou une mauvaise affaire. Il y a encore moyen de dépenser comme Colorado, de dépenser comme Montréal, c'est-à-dire d'être chiche, là, on va le dire, dans les circonstances, et d'avoir des performances. Je vais remplacer le mot chiche par équilibré. Et justement, pas avoir ce qu'on appelle top heavy, pas avoir un alignement dans la formation, parce que le joueur le plus payé est tellement mieux payé que les autres positions sont malheureusement oubliées, un peu même négligées. Je pense que c'est ça qui est important. Si on voit les alignements des formations qui dépensent beaucoup, mais je pense que c'est la médiane aussi de voir la différence entre les grosses masses salariales et la masse salariale médiane. La masse salariale médiane est quand même des équipes équilibrées qui performent, qui sont en séries éliminatoires. Oui, il y a Orlando, Montréal qui sont quand même, je dirais, les outliers, qui sont les équipes surprenantes ou quelque chose qui ne dicte pas nécessairement une tendance. Mais on voit que l'équilibre d'un alignement, qu'on voit que la défensive mélangée avec tout le reste aussi, pour non seulement l'attaque, mais lorsque les joueurs désignés sont un petit peu partout dans l'alignement, une équipe équilibrée, une équipe qui défensivement, oui, accorde des buts parce que CF Montréal est là-dedans, un des pires défensifs de la Ligue, mais que l'équilibre d'une équipe, que la balance du pouvoir de l'équipe au complet fait vraiment une différence sur les résultats aussi. Pat, penses-tu que... Parce qu'il y a, à travers les propriétaires, il y a des tendances. Il y en a qui vont dépenser plus puis se rendent compte que en dépensant plus, ça vaut... Je sais pas. Est-ce qu'ils se rendent compte de ça ou est-ce que c'est directement, tu dépenses plus puis tu performes pas mieux nécessairement que les autres? C'est choquant pour eux. Puis il y en a d'autres qui tirent vers le bas en disant, écoute, moi, je veux pas en mettre plus, là, c'est correct, puis je fais de l'argent. Tu sais. Il y a deux choses que je retiens de cette liste. C'est si vous retournez 10 ans en arrière, les équipes qui avaient les joueurs désignés avec la masse salariale la plus élevée ou les joueurs les mieux payés, c'était eux qui étaient dans les playoffs. Seattle, LA Galaxy, Red Bulls. Et si vous suivez, il y avait peut-être juste Chicago qui continuellement dépense et n'est pas nécessairement. Et la deuxième tangente, c'est que maintenant, c'est plus top-heavy, comme il a dit Kevin. C'est qu'est-ce que tu as fait avec ton argent TAM? Tes joueurs 4, 5, 6, 7, 8. Si ton équipe elle est bien équilibrée, ben, tes trois joueurs désignés ont plus besoin de faire la différence. Ce sont des bons joueurs qui accentuent ton équipe. Tandis que dans le passé, si tu avais trois joueurs désignés, normalement, tu étais une très forte équipe. Ton équipe montait dans le classement. Ce que la masse salariale te prouve. Moi, ce que j'aimerais voir, troisième point, c'est combien que les équipes dépensent vraiment, pas juste en salaire. Parce que Orlando a quand même acheté Facundo Torres pour quelques millions de dollars. 9 millions de dollars. Facundo Torres, 9 millions de dollars. Martin Oyeda, 5 millions de dollars. Donc, c'est juste dire que en transfert, quelle serait la liste par rapport à équipes qui utilisent l'argent et transfèrent? Et si on inclut le TAM là-dedans, dans les échanges là même, pour voir, OK, est-ce qu'Orlando est vraiment dernier? Oui, en masse salariale, mais est-ce qu'ils sont derniers en transfert? Ça veut dire investissement, aller chercher des joueurs, mais je sais que je ne les paierai pas le plus cher parce que le joueur le mieux payé dans Orlando, c'est Pedro Gallese, si j'ai bien compris, si j'ai vu la liste là, correctement. Et donc, moi, c'est censé de voir qui dépense en transfert et pas juste la masse salariale. Comme dit Vincent, c'est censé en partie se répercuter dans les salaires et être ventilé aussi sur l'ensemble du contrat. Il y a des trucs qu'on perçoit encore mal. En même temps, Vincent, ça rajoute pas, je sais pas, prends le point de vue de la Ligue aussi. Quand tu regardes ça, moi, ma théorie, c'est qu'il faut absolument décloisonner, enlever les petits trous à cette masse salariale-là, c'est-à-dire de mettre un plancher puis un plafond. C'est là qu'à un moment donné, il va y avoir une ligne directe entre du dépense plus, tu vas être meilleur aussi. Puis ça va forcer la Ligue vers le haut. Mais est-ce que tu veux ça si t'es la Ligue en ce moment? C'est l'ensemble des gouverneurs. Oui, on en a déjà parlé. Je veux dire, il y a de toute évidence, à partir de l'année prochaine, il me semble, des mesures qui vont être ajoutées, qui vont déjà décloisonner quelque peu, ou en tout cas débrider la volonté de dépenser des clubs. Donc on s'en va vers plus de dépenses, et effectivement, au bout d'un certain temps, si tu
pètes tous les murs et que tu laisses tout le monde dépenser comme il veut, oui, là, finalement, on va avoir une corrélation qui est directe. Mais dans les limites qui sont actuelles, parce que là, je voulais garder ce point pour plus tard. En fait, je voulais en parler la semaine dernière, mais je vais le faire tout de suite. Là, tu as parlé du top 2 ou top 3, là. Mais moi, Ouais. j'ai agrandi. J'ai regardé les 10 plus petites masses salariales et les 10 plus grandes. Parce qu'il y a 29 équipes, tu peux faire 3 tiers, grosso modo. Si tu regardes les 10 plus petites masses salariales, à l'heure actuelle, il reste un match, tu as 5 clubs qualifiés. 5. Non, tu as 6 clubs qualifiés. Pardon, là, c'était la semaine dernière, j'ai updaté. Là. 6 qualifiés, 3 qui sont en course et un seul éliminé dans les 10 plus petites masses salariales. Et ça va finir par 8 qualifiés, 2 éliminés, parce que les 3 en course, c'est Montréal, Red Bulls et Charlotte. A priori, il y en a 2 de ces 3-là qui vont se qualifier. Fait que le ratio, l'optimisation du dollar par rapport à une performance en soi est extraordinaire. Tu t'en vas vers les 10 plus grandes masses salariales, tu as 4 clubs qualifiés seulement. Un seul qui est encore en course, qui est Chicago, pas forcément de grandes chances, et 5 clubs éliminés. Fait que dans les limites actuelles fixées par la MLS, oui, pour répondre à ta question de tantôt, moi je suis propriétaire. Si actuellement j'étais propriétaire, voire même directeur sportif, j'irais vers la tendance rationnelle. Parce que tu peux dépenser autant que tu veux. Oui, tu peux te qualifier. Hein, tu as des exemples, tu as des Atlanta, tu as des LAFC, ça fonctionne avec une bonne direction sportive. Mais c'est pas automatique. C'est comment tu dépenses cet argent-là. Et sachant que c'est pas automatique, tu prends le risque d'être un accident industriel en plus d'être un accident sportif. Alors que si tu es plus intelligent avec tes dépenses, déjà au niveau économique, bah, tu prends moins le risque d'un accident industriel et tes performances rejaillissent presque plus que celles des top clubs. Donc, Exactement. voilà. Mais prends Chicago, c'est ça. Mais c'est ça les petits trous aussi, parce que c'est le joueur désigné qui ralentit présentement cette ligue-là, parce que la seule manière de dépenser beaucoup, c'est d'y aller à travers les joueurs désignés. Chicago, c'est un exemple. Ils donnent 8 millions à Shaqiri, donnent 8 fois 1 million. Ils vont pas se tromper 8 fois nécessairement sur des joueurs à 1 million. Leur niveau général va augmenter, à mon avis. Ceux qui sont en haut, c'est à cause de leurs joueurs désignés. Oui, mais C'est ça pas enlève rien nécessairement... en fait que tu prends Chicago, je veux dire, l'impact de Shaqiri sur la masse salariale, il est le même que n'importe quel joueur désigné, même un joueur désigné qui gagnerait 2 millions. C'est ce qu'ils ont fait avec le reste de leur masse salariale autorisée qui est aussi à scruter, quoi. Alors, oui, parce que le reste de l'argent, on va pas refaire le truc du joueur désigné, mais ça sort de la poche du propriétaire. C'est Ouais. pas dans les règles de la MLS, donc ils ont quand même fait n'importe quoi et ils ont mal Ouais. investi leurs dollars en dehors de est-ce que c'était une bonne idée Non, de mais donner cette structure-là force à mettre beaucoup d'argent puis jouer presque quitte ou double. Moi, c'est ça mon truc. Presque quitte ou double sur ton joueur désigné, non? Puis quand ton joueur désigné est tout croche comme Shaqiri à Chicago, en partie, il faut dire que Chicago, c'est un accident industriel, là. Mais rapidement, justement, ça donne des masses salariales, ou du moins des équipes hautes qui sont éliminées, à mon avis. Non, je sais pas. Pat, là-dessus? Ben, tu prends Toronto, Lorenzo Insigne, il y a 15 millions. Ils n'ont pas une bonne équipe. Tu te poses des questions, qu'est-ce que tu vas faire avec lui? Est-ce que tu veux le conserver? Mais il faut que tu lui payes parce qu'il lui reste encore comme 2 ans de contrat. Mais il coûte 653 000 sur la masse salariale, vraiment. Donc, tu sais, là, c'est juste le club, qu'est-ce qu'il décide de faire parce qu'il y a beaucoup d'argent que tu dois aller payer si tu veux t'en débarrasser ou si tu veux l'envoyer en prêt. Mais dans la masse salariale, comme je le répète, c'est le joueur TAM, c'est les joueurs qui te coûtent entre 653 000 ou même, on va dire, 1 million. Là, et que là, est-ce que tu as fait un bon travail? Puis aller voir Toronto FC, ceux qui gagnent ça, ben, c'est beaucoup de joueurs qui ont été blessés cette saison. Sean Johnson, Jonathan Osorio et compagnie. Et donc, ce sont les Petrita à gauche. Et là, c'est là que je crois que les équipes qui font bien leur travail, qui vont investir pour ces genres de joueurs-là, puis qui vont chercher de bons joueurs de qualité, mais que leur 11 partant, il est solide et ils sont capables d'être performants le reste de l'année. Puis que là, le joueur désigné vient combler, je pense, un besoin dans l'équipe. Moi, ce que je veux dire, là, sur un joueur désigné. ce que je veux dire, c'est parce que tu prends un MLSC, OK? Puis c'est ça l'absurdité. Moi, j'ai tout le temps dit qu'Insigné démontre l'absurdité de cette structure salariale présentement, ou du moins son inefficacité aussi. Parce que si tu prends Toronto, puis quelqu'un arrive et dit « Hey, les 15 millions, on va les dépenser sur 15 joueurs parce qu'ils ont une masse salariale des fois plus grande que plusieurs équipes de la Liga MX. Hein? Oui. Ils sont pas meilleurs dans l'ensemble, dans la somme de leur talent, au final, Toronto. Mais ils dépensent autant d'argent. Alors, s'ils le font dans une masse salariale décloisonnée, qui réussissent justement à répartir sur l'ensemble de leur effectif, ou du moins une meilleure répartition de leur investissement,
puis ça semble pas leur déranger, ils vont être meilleurs. Puis ça va forcer des équipes comme Montréal, comme Orlando, qui gardent juste l'argent qui lui est remis par la Ligue, puis ils vont devoir à 10 millions, 12 millions, à un moment donné, ça ne sera pas assez. Ils vont devoir dépenser un peu plus. Le seul contre-coup, c'est qu'une équipe comme Montréal qui se plaint de perdre 15 à 20 millions par année, quand tu es obligé de rajouter 5 millions en plus, c'est ça le débalancement présentement. Puis c'est ça qui doit, dans les bureaux de la MLS, doit être vraiment fuckant. Voilà. Mais je suis plus ou moins d'accord avec ce que tu dis, en fait. Mais non, mais parce qu'il y a une part d'évidence dans le sens que encore une fois, si tu débrides tout le monde, oui, le talent va augmenter, c'est clair, c'est net. Là, il n'y a pas de question à se poser. Mais le raisonnement que tu viens de mentionner, tu peux l'appliquer déjà aux règles MLS actuelles. C'est-à-dire que si dans les limites de la masse salariale, du budget qui est autorisé, tu répartis mieux les dollars, tu vas être meilleur que si tu en donnes plus d'argent ou si tu donnes vraiment presque tout ton argent à 2, 3, 4 joueurs dans les limites de la masse salariale. Je ne te parle pas au-dessus de joueurs désignés. Tu mets 3 joueurs TAM, 2 joueurs désignés, puis les autres, c'est que des joueurs de l'académie qui ont 18 ans. Tu vas avoir ce débalancement. Alors que tu as d'autres clubs, et ça se voit, les Saint-Louis, les Orlando, peut-être les Montréal, les Salt Lake, ce que tu veux, qui n'ont pas dépensé énormément, même en joueurs désignés, mais qui, à l'intérieur du budget, ont déjà fait cet effort de répartition pour optimiser leur performance. Fait que ça se voit dès maintenant, et c'est ce que je te dis, c'est tout l'intérêt d'être intelligent, de bien dépenser son argent, d'avoir une vraie vision sportive et d'être cohérent au moment de faire ton effectif, même avec les limites actuelles. Ça vaut pas le coup, à mon sens, d'être trop dépensier. Puis quand ils pensent, Toronto, ils ont été un peu dans ce que tu disais malgré tout, en dehors de Insigne et Bernardeschi, parce que tu regardais au début de l'année le 11 partant, il est très fort le 11 partant, avec des salaires qui sont relativement hauts sur tout le monde, sauf que derrière, il n'y a plus rien. Et c'est là la limite de la MLS, c'est qu'eux, ils avaient 0 profondeur. Ils ont fait, on prend 11 joueurs super forts, notre 11, il est fort, mais si ça foire, ça va foirer. Si sportivement, la chimie, la tactique, les blessures, etc., et c'est exactement ce qui est arrivé à Toronto. Le seul, juste, Pat, je te laisse la parole aussi, mais juste dans ce que je dis, moi, je propose un plafond et un plancher pour contrôler les dépenses parce qu'il y a encore ce désir-là, ce besoin-là, à MLS, de contrôler des dépenses pour les propriétaires qui arrivent. C'est sûr que si tu enlèves le joueur désigné, par contre, tu ne peux pas avoir Lionel Messi parce que si tu capes ta masse salariale à 30 millions, il faut que tu trouves un faux fuyant pour aller chercher un joueur comme Lionel Messi qui gagne 50 millions. Oui, vas-y, Pat. Pour ton cas, c'est tu mets une taxe parce que combien de joueurs comme Lionel Messi il y a dans le monde? Il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est juste si tu faisais Cristiano Ronaldo. Après ça, les autres, ils rentrent un peu dans la mesure des Shaqiri et compagnie. Moi, c'est juste. Oui, mais une taxe en même temps, le gars de Miami dirait hey, je vous amène un gars, je paye déjà 50 millions pour la Ligue. Il faut que je repaye 10 millions en plus à la Ligue. Je vous fais faire de l'argent, puis je vous donne l'argent en plus. Mais le mécanisme, moi, que je pense, c'est parce qu'il faut toujours qu'il y ait 30 joueurs dans l'équipe. Moi, je l'ai déjà dit, il y a trop de joueurs dans une équipe et les jeunes, admettons, quand ils viennent, tu es obligé, ils comptent tout de suite homegrown, ils rentrent dedans. Moi, pour moi, qu'est-ce qui est ton joueur de ton académie ne devrait pas compter dans la masse salariale. Ça permet à des jeunes de monter, puis de descendre, puis le club de bien gérer à signer un joueur et non pas être forcé à signer un joueur s'il doit jouer. Donc, ça, c'est pour moi. Puis de me réduire à 25 pour que tu aies plus de qualité de joueur. Je sais que la MLSPA vont dire « Ouais, mais on va protéger les 5 autres places. » Mais c'est souvent ça le cas. Le problème, c'est que il y en a qui doivent combler le bas et tu fais des signatures rapides pour combler le bas. Donc, au lieu de forcer à signer des joueurs de l'académie ou qui comptent sur la masse salariale pour une petite partie qu'ils prennent normalement. Là. OK. Vincent, voulais-tu rajouter quelque chose? Je t'ai vu, tu avais un peu de doute, non? Non, mais je pense qu'on avait déjà eu cette discussion cet été, la même discussion. Mais moi, je pense que même si tu fais un plafond et un plancher, la règle du joueur désigné, elle restera malgré tout. Ouais. Parce que la réalité, c'est que je pense pas que si tu mets un plafond, le plafond, il va être à 200 millions de dollars. Non. Donc, si tu veux pouvoir te payer justement un Messi, un Kylian Mbappé, un Griezmann, à ce que tu veux, quoi qu'il arrive, on va avoir le même problème de club qui est pris à la gorge. Donc, je pense qu'il y aura quand même une exception, même si on vient à cette règle-là. Voilà, on va faire une courte pause là-dessus. On se tourne vers les séries. On veut vous donner les meilleures storylines des séries 2023 à MLS. On va essayer justement de tracer les contours de ces histoires qui vont nous arriver pour très bientôt, aussi la semaine prochaine.
De retour à 11 Montréal, Frédéric Laure avec vous en compagnie du Capi éternel Patrice Bernier, Vincent Destouches et Daddy Love, Kevin Laramie. On cherche les storylines. Qu'est-ce qui va retenir l'attention? Qu'est-ce qui va rythmer justement les discussions par rapport aux séries de la MLS 2023? Daddy Love, peut-être, qu'est-ce qui, d'entrée de jeu, il y a un truc qui s'impose, c'est de quoi ça a l'air? Quand ça donne un nouveau format, ça mange quoi en hiver, en automne? Donc, le match suicide, 8 contre 9. Évidemment, ensuite, 2-3, la série demi-finale de conférence, finale de conférence et la Coupe MLS. Tout des un match à part le 2-3. Comment le 2-3 va être abordé par les entraîneurs si les équipes se rendent là? Je pense que c'est ça qui va être important pour moi de voir. Est-ce que l'entraîneur va vouloir privilégier de gagner en 2 matchs, quitte à avoir moins de rotation pour une plus grande période de repos? Toute cette jonglerie entre comment gérer un aller-retour, c'est j'ai hâte de voir ça aussi. Et est-ce que les équipes qui ont eu plus une fin de saison un petit peu moins importante, comme Cincinnati, qui était capable de reposer certains joueurs, qui est peut-être un peu bouette durant la fin de la saison. Comment réagiront-ils à cette nouvelle formulation de tournoi? Kev, l'exercice est tough à faire, mais rappelle-toi quand il a annoncé ce format-là des séries, ça te tentait dessus? Puis ça te tente dessus autant, plus, moins en ce moment? Ça me tente beaucoup, mais parce que tu travailles pour la MLS, raison financière, plus de matchs, c'est plus de matchs. Mais, Danny, pense à... Danny, c'est Danny Cash aussi. Danny Love, mais Danny Cash aussi. Mais je pense que c'était aussi important pourquoi pas se démarquer. Oui, les puristes vont dire « Ah, c'est pas le format habituel. Pourquoi un 3e match? » On est en Amérique du Nord, OK? Les choses sont pas pareilles. On a déjà eu des équipes qui s'appellent les Wizards, OK? Donc, les choses évoluent, mais évoluent différemment. Et je pense que c'est un grain de sable dans l'engrenage qui va peut-être apporter des choses différentes. Parce qu'on ne se cachera pas, au cours des dernières années, souvent le match retour, lors d'une série retour, c'était déjà déterminé, la fin de match était un peu boiteuse et on voyait les équipes qui gagnaient le premier match avoir un avantage au deuxième, même si habituellement, c'est supposé être l'inverse dans l'échiquier mondial. Donc, non, l'aller-retour, c'était plate. C'était rendu plate en MLS. Je pense qu'on a fait le constat. Puis nous, on l'a fait à plusieurs années à TVA Sport. Puis je pense que l'aller-retour, il manquait un peu de suspense. On jouait peut-être petit bras aussi. Pat, si t'étais encore un joueur, le 2-3, pourquoi pas? Le 2-3, ouais, je vois pas pourquoi 3 matchs, là, moi, personnellement. Là, aggregate, tu as fait une longue saison, puis avoir joué un 3 matchs. Je crois que c'est une formule qui avantage l'équipe 1 et 2, parce qu'ils se faisaient sortir souvent après la pause qu'ils avaient. Donc là, c'est pour dire ils ont vraiment une chance de gagner leur série. Moi, j'aimais bien la formule 2 matchs, parce que tu avais ton premier match, peut-être tu avais une stratégie ou whatever, puis après ça, tu avais un deuxième match. Souvent, l'équipe à domicile voulait profiter de ce facteur-là. Je ne trouve pas que le facteur domicile est vraiment pèse vraiment, là, surtout quand tu es en série. 3e match, comme j'ai dit, c'est juste pour favoriser l'équipe qui est supposément être meilleure. Donc, elle a un 3e match au cas que les 2 matchs ne sont pas suffisants. Moi, je trouve que c'est un match de trop. Ça, c'est pour moi, là, dans une saison qui court sur 10 mois. Ça va arriver vite aussi quand même. C'est intéressant parce que ça va peut-être changer le narratif des histoires de matchs quand on croyait qu'une équipe devrait se faire éliminer en 2 et finalement en prend 3 pour éliminer une grosse équipe ou pas. Ouais, ça va arriver vite parce que je pense que si, en fait, on peut le dire, je pense pas que c'est secret très gardé. S'il y a un match au Stade Saputo, le match de barrage est le 25, mercredi le 25 octobre, et ensuite, là, les séries, les 2-3 vont commencer le 28 octobre. Alors, je suis mercredi, là, ça va enchaîner, ça va aller assez rapidement. Bon, Vincent, qu'est-ce que tu as dans ton livre, toi, pour les storylines? Je veux juste dire, puis je vais enchaîner après, mais c'est parce que pour moi, l'intérêt, il est... Mettez-vous à la place de la MLS en même temps. C'est le format avant, il est imparfait, puis tu pouvais te qualifier en séries éliminatoires sans que jamais les séries viennent dans ta vie. Là, tu travailles toute une saison, puis tu veux être content à Montréal, par exemple, mais tu n'as pas les séries à Montréal. Mais ça peut encore arriver si tu es en barrage. Mais bon, quand tu es barragiste, en même temps, tu vis avec. Et là, on parle du 2-3, mais les 2-3, c'est seulement pour les quarts de finale. Hein. Après, ça revient en match unique. Donc, c'est vraiment un format bâtard sur papier, mais tu sens que la MLS a dit, OK, comment on peut contenter tout le monde? Comment on peut faire que chaque ville, chaque communauté puisse vivre les séries, mais qu'en même temps, les clubs qui ont été bons en saison régulière puissent avoir un avantage. Bon, bref, je le trouve très, très bizarre. Puis,
Kev a raison, pour moi, c'est la storyline principale, c'est est-ce que ça marche, ce format des séries, mais j'y vois beaucoup d'avantages en tout cas, donc je suis curieux. Mais sinon, moi, ce que je trouve intéressant, c'est à quel point cette année, et puis je vais comparer à l'année dernière, je trouve ça vraiment très homogène. Je pense que ces séries sont très excitantes parce qu'il y a le nouveau format et que honnêtement, je suis même pas sûr qu'il y a un club qui se dégage réellement. Alors oui, on va dire que je respecte pas Cincinnati, mais à ce stade-ci, moi je l'ai dit, si Montréal se qualifie déjà en barrage, il gagne son barrage, je pense que jouer Cincinnati en quart de finale, c'est le meilleur adversaire qui pouvait arriver à Montréal. Ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner, mais dans le match-up, je préfère, si je suis Montréal, affronter Cincinnati que Atlanta, Columbus ou Philadelphie, par exemple. Je suis d'accord. Et je suis pas prêt à dire que Montréal peut pas créer une surprise. Fait qu'il y a 28 points d'écart entre Cincinnati qui est premier et le 9e qui a 40 points actuellement. Mais même là, je trouve que il n'y a pas 3 univers d'écart. Et dans l'Ouest, c'est encore pire. Saint-Louis a quoi? 13 points d'avance sur le 9e. C'est super homogène. Tu as Dallas et Saint-Nosé qui sont 8e et 9e qui peuvent très bien taper Saint-Louis. J'ai aucun doute là-dessus. Fait que je trouve ces séries indécises parce que homogènes et donc forcément excitantes à mes yeux. Moi, ça recoupe deux storylines que j'avais, moi, parce que c'est ça. Est-ce que Cincinnati a les épaules pour être favori? Pat, t'en as fait beaucoup de Cincinnati cette année? Ouais, j'ai vu Cincinnati, mais moi, comme d'habitude, quand tu finis premier, je ne pense pas que c'est toi qui vas jusqu'au bout. Puis Ah ouais? Cincinnati, la meilleure équipe qui voyage dans la ligue, c'est pas Cincinnati, c'est Orlando. Donc, après ça, c'est comment tu peux répliquer ce que tu fais chez toi à l'extérieur. Et comme Vincent l'a mentionné, oui, c'est vrai, Montréal pourrait être un avantage. La seule chose que je vois, c'est que Cincinnati est très fort chez elle, mais qui est quand même prenable. Non, moi, je ne vois pas Cincinnati se rendre jusqu'au bout. Je Ils se vois sont fait d'autres marquer, équipes par qui sont. contre, chez eux, Cincinnati. Oui, Il y a oui, c'est des... souvent des festivals offensifs, là, Cincinnati. Là, c'est pas beaucoup de zéro, là, à part au début de la saison. Mais je vois des équipes qui sont un peu plus étoffées. Moi, je vois comme une équipe comme Philadelphie qui est comme un peu faite pour les séries. Nous, on a gagné la Ligue les dernières années. Tout ce qui nous reste, c'est être dans les séries puis d'aller jusqu'au bout, comme l'année passée, mais de gagner. Donc, je vois qu'eux autres, ils ont peut-être plus l'expérience des séries qui pourraient compter de leur côté parce qu'ils ont plus ou moins le même 11, là, quasiment à un joueur près là, d'avoir été en finale l'année Je dernière. pense que ce qui arrive avec Bedoya en ce moment, là, puis Wagner aussi, les deux, Bedoya, Bedoya a oui. dit c'est fini, on lui a dit c'est fini, alors que c'est un élément important, hein, c'est vraiment leur talisman, Bedoya. Ouais. Pour connaître le club, pas nécessairement en faisant compte, mais Bedoya, c'est un joueur important. Et Wagner aussi, c'est la même affaire qu'il a dit il a joué, j'ai joué mon dernier match à Philadelphie, il l'a mis sur Instagram. Tu baisserais la cote si tu étais un parieur ou tu es Non, encore confiant? moi, je dis que justement, dans le groupe, c'est peut-être tu as ce sentiment de dire, ben, ces gars-là, c'est le last rodeo, On va le faire pour le eux. dernier show. Faisons sûr que là, cette année, ben, pour le capitaine Bedoya, on peut avoir la coupe pour qu'au moins, s'il finit, il finit. Il y a déjà un héros, mais il finit avec les héros, avec la belle histoire. Kai Wagner, différent, c'est des joueurs qui partent, ça arrive, mais Bedoya, c'est vraiment lui qui représente FIFI depuis quelques années. Donc, moi, je sens que dans le groupe, c'est peut-être au départ, ça dit, bon, le club, oui, là, pour les instants, mais là, ils se disent, ben, on peut capitaliser sur les séries. C'est ce qu'on a été bâti à faire depuis des dernières années. Bedoya, il a bûché des années où ils n'ont même pas fait les playoffs là, en 2014-2015. Il était là, lui, là. Puis que là, maintenant, ils sont sur une équipe respectée. Ben, tout ce qui lui manque, c'est ça, c'est la Coupe MLS. Moi, je pense que ça peut transcender cette équipe-là à donner une raison de plus d'aller chercher la Coupe. Ce qu'ils ont déjà, le facteur d'avoir perdu l'année dernière en finale. Je m'adresse à Vincent et Kevin aussi, parce qu'à quel point ça influence si vous avez à parier ou à prédire aussi. Parce que moi, j'ai Philadelphie et Nouvelle-Angleterre parmi les vestiaires qui sont en turbulence présentement. À quel point, puis Pat, tu pourras nous corriger après, à quel point justement de l'extérieur, quand on entend et on a l'impression qu'il y a des vestiaires en turbulence comme ça, à quel point tu te dis, ah, peut-être que je vais un peu moins, mon analyse va être teintée de ça aussi. Ouais. Ça va être intéressant, surtout parce que si tu regardes Philadelphie, qui a des fortes chances qu'il joue contre Atlanta aussi, une série de 2-3, un vestiaire qui, justement, a eu beaucoup de misère là, plusieurs années avec José Martinez, et qui maintenant est renouvelé, une énergie, une rapidité, il y a une fluidité avec Atlanta qui pourrait quand même mettre les vieilles jambes de Philadelphie un petit peu en danger sur le terrain. Puis si on regarde les vestiaires aussi, c'est un peu aux antipodes, ces deux vestiaires-là. Un nouveau vestiaire avec Pineda, avec Curtin, c'est un peu les mêmes choses. On dirait que c'est la vieille dernière brassée de lavage qu'on utilise avant de changer un peu la garde-robe.
octobre. Donc, je pense qu'avec Philadelphie, il y a peut-être cette attitude-là aussi que on a fait attention en saison régulière, on a un petit peu plus ménagé nos cartouches et on essaie d'utiliser notre dernier, peut-être, Big Bang dans les séries, peut-être. Vincent, tu parlais de Saint-Louis aussi. J'ai Mais aussi juste ça. Oui. pour Philadelphie, je veux juste dire, la différence, c'est qu'on le sait, c'est que c'est public. Mais je veux dire, la plupart du temps que les joueurs savent que l'année prochaine ou ils vont tenter d'aller en Europe cet été, enfin, c'est déjà des pensées qui habitent certains joueurs et voir le vestiaire, sauf que ça se vit pas publiquement. Et je comprends que moi, ma première réaction, c'était comme toi. Surtout Bedoya, parce que Wagner, je pense que de toute façon, il voulait partir. Il n'a pas reçu le contrat, il n'a pas été valorisé comme il l'aurait voulu par Philadelphie, ça c'est une réalité, mais de toute façon, il voulait partir. Bedoya, je pense que ma première réaction, c'est ah, ça peut être lourd, mais je rejoins Pat à 100%. Moi, je mettais pas grand espoir sur Philadelphie, honnêtement, cette année. Mais au contraire, je pense que ça peut justement attiser le feu. Un feu que je voyais pas. Là, c'est pas la fin d'un cycle à Philadelphie parce que c'est ça leur force. C'est-à-dire qu'ils changent un ou deux éléments à chaque fois. Mais il y a une certaine continuité. Donc cette fois, ça va être Wagner et Bedoya. Mais le reste de l'équipe va rester grosso modo similaire. Donc je pense qu'il y aura toujours une certaine continuité à Philadelphie. Mais là, c'est la fin de quelque chose d'important. Fait, je pense que ça va les allumer pas mal. À suivre pour Philadelphie. Je veux juste faire la parenthèse par rapport à Saint-Louis. Tu parlais de ce côté homogène-là aussi. Saint-Louis, c'est peut-être aussi une équipe qui peut être surprise parce qu'elle est au sommet, puis elle va peut-être être considérée parmi les favorites. Mais écoute, juste cette statistique-là, ils ont 62 buts pour cette saison, mais dans les expected goals, ils ont 42 buts. L'expected goal. Donc, ils ont surpassé de 20 leur total d'expected goal. C'est de loin l'équipe qui est le plus qui surperforme à ce chapitre. Alors, c'est intéressant aussi. Des fois, la chance ou la superbe peut t'abandonner sur un seul match aussi. C'est ce que, au point de vue statistique, c'est ce que je peux voir par rapport à Saint-Louis. En sens, si c'est homogène, est-ce que quelqu'un peut causer la surprise? Pat, est-ce que tu aurais une surprise dans ces équipes-là? Parce que moi, c'est pas vraiment une surprise. Ce serait une surprise dans une certaine mesure parce qu'on en parle moins dans l'Est présentement, mais c'est des habitués. Seattle. Seattle, c'est une équipe qui connaît le tabac. C'est une équipe qui défensivement a été réprochable cette année. Je dirais que Seattle, ils ont eu leur année un peu l'année dernière, où pas fait les séries. On sait qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites. Elle pourrait être surprise, mais en même temps, je pas surpris que si Seattle fait bien, parce que c'est un club qui a toujours bien fait les choses. Mais ils ont remonté la pente cette année. On en parle moins, parce qu'il y a LAFC, il y a l'histoire de Saint-Louis. Il y a même Vancouver qui a une bonne saison. Donc, il y a des narratifs Houston, Ben Olsen, US Open Cup. Donc, on a comme un peu oublié Seattle. Mais si tu le regardes sur papier, puis je pense la semaine passée, on parlait de défenseur de l'année, il est mort qu'on le mettrait sur cette liste-là. Ils ont une bonne équipe, bien étoffée, toujours bien équilibrée, avec de l'attaque qui peut faire mal. Jordan Morris et compagnie. Donc, Seattle, c'est comme l'équipe qu'on parle moins, mais qui a de l'expérience dans son groupe, toujours présent, et qui peut peut-être changer la donne sur certaines équipes, n'ayant pas été là l'année dernière, sachant que leur saison, c'était une saison où une première dans l'historique de ce club-là. Moi, je vois Seattle déranger un peu dans l'Ouest. Moi, j'aime bien Vancouver, OK? Je vais vous avouer, là. Je m'en allais là, moi. Je m'en allais dire que Vancouver va être ma surprise. Il joue bien. Sartini, vous l'avez parlé, tu sais, qu'on lui parle par Zoom. C'est un gars assez ouvert. Je sens qu'ils ont été chercher des bonnes pièces. Richie Larios, Sam Adekugbe, de l'expérience internationale canadienne, Junior Hoylett. Ils ont deux joueurs en avant qui vont. Brian White connaissent une excellente saison. Défenseur central qui est quand même assez bien. Puis un gardien de but qui est impeccable, balle au pied. Puis je pense a eu ses moments plus faibles les dernières semaines, puis qui monte la pente. Moi, j'aime bien Vancouver comme un outsider, de crier. Peut-être pas aller jusqu'à la coupe, mais créer un peu de turbulence dans le côté ouest. Ça, c'est les avoir joués, parce que j'aime comment ils jouent, puis je sens que leur trajectoire n'a pas été beaucoup parlé. Puis ils ont fait une période dans l'ouest, le match à l'étranger, où on s'était dit, leur saison va être jouée là. Ils vont perdre des matchs. Ils avaient quoi, 7-8 matchs sur la route de suite? 7 matchs sur la route, ils ont survécu. Puis on s'était tous comme, c'est fini pour eux autres, ils gagnent juste à domicile. Puis comme de fait, ils ont eu une superbe période, puis ils ont réussi à maintenir le cap et de faire les séries. Donc moi, j'ai un penchant pour Vancouver comme équipe
surprises dans l'Ouest surtout. Mais ça? C'est que, vous savez, c'est quand la dernière fois qu'il y a eu 2 clubs canadiens en séries éliminatoires? On compte pas 2020 parce que 2020, c'était n'importe quoi. Hein? 2016, 2016? 2016-2015. Juste après, c'est 2017. Vancouver avait terminé Ok. 3e dans l'Ouest, notamment. Mais ouais, 2017. Fait, tu sais, déjà, on n'y est pas encore, là. Je vais pas dire que c'est une storyline cool parce que on sait pas si Montréal va se qualifier. Mais qu'il y ait 2 clubs canadiens potentiellement, si ça se valide, je trouve ça cool en soi. Parce que ça nous est pas arrivé depuis un bout de temps. Mais moi, je donne du crédit aussi à Vancouver parce qu'ils ont réussi ce qui est difficile parfois pour les clubs canadiens, c'est qu'ils sont vraiment pertinents à l'échelle de la ligue. Tu sais, le duo Ryan Gold et Brian White, tout le monde en parle. Puis Ryan Gold MVP, ils ont fait une super campagne marketing autour de ça. Bravo à Vancouver. Ils sont cool. Tout le monde aime les voir jouer. Moi, je leur donne beaucoup de crédit. Je suis d'accord avec Pat. Je pense qu'ils peuvent créer des dégâts. Et là, c'est le fun parce que nos histoires, nos storylines, elles se recoupent. Je suis désolé, je prends un petit pas de recul, mais Seattle, moi, je l'avais noté parce que pour le coup, là, je vais y aller. J'ai l'impression que Seattle, c'est une fin de cycle. Et je vais Ouais. l'incarner par Nico Lodero. Nico Lodero, cette année, c'était quand même plus dur, les amis. Ouais. Et si je me trompe pas, Ouais. c'est sa dernière année de contrat, je crois, à vérifier, mais je crois que 2023, c'était la fin pour Nico Lodero. Je dis pas qu'il peut pas rester, mais ça sent quand même un rafraîchissement dans ce vestiaire. Rui Diaz se blesse sans arrêt, Hébert, c'est pas la solution à long terme, Lodero, c'est plus compliqué, etc., etc. Alors, ils ont quand même réussi à performer. Là, pour l'instant, ils sont 3e avec 50 points. Le même total l'an dernier, ils étaient 6e. Moi, ce qui me frappe surtout, c'est que dans l'Ouest, Seattle, c'est la seule équipe à avoir moins de 10 défaites. Vous vous rendez compte de ça? Tous les autres clubs ont au moins 10 défaites. Quand je dis c'est homogène, c'est incroyable. Moi, ça me fascine à quel point dans la MLS, tu peux avoir ça. Mais bref, Seattle, pas une bonne attaque, 39 buts marqués cette année. Dans le top 15 des clubs actuellement, c'est la 2e pire attaque. Par contre, c'est la 2e meilleure défense. Fait qu'a priori, on sait où est-ce que Seattle veut s'améliorer pour l'avenir. Et je pense que c'est un peu la dernière année pour Seattle. À mon avis, avec ce groupe-là, titulaire, on va dire. Parce que peut-être que certains de ces joueurs vont rester dans d'autres Je peux confirmer, c'est sa dernière année de contrat. Ouais, c'est Ouais, ça. à Lodero, ouais, exact. Lodero. Hey, non, mais Nico Lodero, juste là, si Michael Bradley s'en va, il va falloir aussi faire une statue pour Nico Lodero parce que Oui. Vincent, on a fait les matchs des séries depuis, ça fait 6 ans qu'on fait tous les matchs des séries. Il n'y a aucun joueur qui a été à s'achever en termes de domination de séries éliminatoires que Nico Lodero. S'il y avait un trophée de joueur par excellence pour les séries, pas juste sur le match, sur l'ensemble des séries dans les 6 dernières années, Lodero l'a au moins 3 fois, je pense. Il a été extraordinaire des 2 côtés du ballon. Ça a été un joueur extraordinaire dont on ne prend pas nécessairement la mesure parce que je pense pas que tout le monde a regardé les séries éliminatoires comme nous, on a pu le faire en regardant chacun des matchs aussi. Même un peu plus loin, Fred, dès qu'il est arrivé en 2016, rappelez-vous, Seattle, ils étaient au classement quand il est arrivé. Impact immédiat. Hors des séries. Dernier. Bang! Playoff, finale, gagne. Puis depuis cette année-là, ils sont devenus des contenders du titre année après année. C'était plus juste l'équipe qui fait les séries régulièrement, c'était Seattle, c'est comme l'équipe à abattre du côté ouest au moins, pendant que Toronto l'était du côté est. Donc, tu sais, t'amplifies les stats, mais je pense même en saison régulière, son impact, tu l'as bien dit, un peu comme Michael Bradley. Il est arrivé, il nous a emmenés où ce qu'on voulait être. C'était une équipe de premier plan dans la Ligue et pas juste une équipe qui fait bien les choses et qui dépensait à l'époque beaucoup. Là. Il y a eu Freddie Ljungberg, Clint Dempsey, Obafemi, Martins. Lui, il est devenu la pierre angulaire. Puis il est dans l'angle mort, je pense, parce que quand on parle de joueurs, tu sais, Joseph Martinez, tout le monde le sait, qui a été extraordinaire. Plein d'autres, là, on pourrait en nommer, et Grenelet. Mais Lodero a été, puis là, je pèse mes mots, je ne veux pas galvauder rien, mais extraordinaire en séries éliminatoires. Tu penses qu'il est à ce point dans l'angle mort à Montréal, oui. De la Ligue? Non. Sur l'ensemble de la Ligue, je pense qu'il mériterait, si tu faisais un top 50 des meilleurs joueurs de l'histoire, il serait 10 positions en dessous de ce qu'il devrait être. Moi, je pense qu'à l'échelle de la Ligue, il est quand même beaucoup plus reconnu que ce qu'on pense. Parce qu'à l'époque, là, 2016, 2017, oui, 2018, on parlait grandement 2019 de lui, même, c'était le gars. C'est tout le monde. Enfin bref, je sais pas, faudrait voir. Mais c'est sûr que dans le top 50, il a une place de choix. Moi, c'était mon joueur préféré pendant longtemps en MLS. Mais j'ai l'impression qu'on est vraiment dans une fin de cycle un peu avec lui et dans une certaine mesure Seattle. OK, pour Seattle. Est-ce qu'on a vidé nos cahiers? Tout est bon? Vincent, J'en ai encore 2. Vas-y. Mais c'est des tout petits. Premièrement,
je suis quand même intrigué de savoir si Portland peut le faire. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment tenté le coup de poker. Hein. Le 21 août, ils mettent leur entraîneur à la porte, Gio Savarese. Depuis, 5 victoires, 2 défaites, 2 matchs nuls. Est-ce qu'ils se qualifient? Et s'ils se qualifient, bon, ils vont pas gagner, mais je trouve ça intéressant. Alors, c'est pas un modèle à suivre hein, pour toutes les équipes, là. Mettez Non. pas votre entraîneur à la porte à chaque En fois. même temps, moi, j'ai juste vu Montréal dernièrement, là, mais je les ai pas trouvés très bons à Montréal. Non. Ben, Sur surtout la route, défensivement. ils sont comme Montréal, hein, Portland, faut pas le cacher. Hein. C'est juste 2 Il faut qu'ils jouent à victoires. domicile. S'ils jouent à domicile, c'est un peu différent. Mais bon, je suis intrigué de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Et la dernière qui m'intrigue un peu, c'est si le parcours de Montréal se termine là, ce week-end ou rapidement en séries éliminatoires, s'ils se qualifient, est-ce que Columbus devient un peu plus cool ou suivi au Québec ou pas du tout? On reste sur cette ligne de conduite de Ah, ah, intéressant ils ça. nous ont abandonnés, c'est plus. Il y a un peu de mauvaise foi de la part des partisans là-dessus, puis je trouve ça très correct pour moi. Ça veut dire que dans la communauté de partisans, il faut de la mauvaise foi, c'est un signe de santé. Mais reste qu'il n'y en a pas 36 000 des Québécois à travers la Ligue, encore moins dans les personnels d'entraîneurs. Est-ce que le Québec s'approprie un peu Columbus, comme LAFC avec Maxime Crépeau, etc., ou pas du tout? Et on est vraiment aux antipodes, plus dans la rivalité, et on est déjà en train de penser à l'an prochain, on va les battre, on va les battre. Ça m'intrigue un peu de voir ce que ça va devenir, ça. Une finale Columbus LAFC aussi, ça serait bien. Très possible. Ça se prend très bien. Ben, ce serait spectaculaire, en tout cas. Juste pour le spectacle, ça serait assez chouette. On a eu une belle finale l'an dernier. J'espère qu'on va s'en souhaiter une aussi bonne cette année. OK, c'est bon. Je pense on a fait le tour. Merci tout le monde. Daddy Love, on prend l'avion demain. Oh, on t'a fermé ton micro. Exact. Direction Columbus, dernier match de la saison régulière sur Apple TV. Ça va être un bon week-end. C'est Pat, Vincent et moi, on espère rejoindre aussi Daddy Love dans les côtés premium et platine et gold des plans, des aéroplans, des Marriott Point. Un beau petit Marriott. Le gars, il sait pas juste c'est. Ah non, il est smart. Il est smart. Il est street smart avec ses points, le bon Daddy Love. Merci, Daddy Love. Merci, Vincent. Bye bye. Merci Vincent, merci Patrice. Passez un bon jeudi, bon jour de décision et puis on se retrouve la semaine prochaine pour justement, on fera des prédictions peut-être et on planchera sur les séries éliminatoires. Ben, merci de nous télécharger. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas par Twitter où on dit X maintenant ou encore sur notre fil YouTube. Merci d'avoir été là. Passez une bonne journée. Portez-vous bien.